quelle est la place des enseignants dans une démarche d'éducation fondée sur des preuves? Comment on fédère la communauté enseignante et puis la recherche académique? Et puis, selon vous, comment on crée des liens entre les deux? Est-ce qu'ils sont suffisamment forts à l'heure actuelle? Quel est votre regard sur ces questions-là? Ça me paraît évident que les enseignants jouent un rôle assez déterminant. OK? Parce que en recherche, on étudie les mécanismes d'apprentissage, on essaie de comprendre les stratégies d'enseignement et d'apprentissage pouvant favoriser ou s'appuyer sur ces mécanismes-là. Mais ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie, c'est de le mettre en application dans des contextes donnés qui viennent avec un ensemble de contraintes et de défis de mise en application. Moi, je crois beaucoup que quand on a des connaissances issues de la recherche, il y a toujours un certain travail de transposition, d'adaptation dans le réel, dans sa salle de classe. Tu sais, si on a dans sa salle de classe 10 élèves ou 45 élèves ou 200 élèves, ça ne sera peut-être pas la même chose. Hein? Si on enseigne un contenu de base ou un contenu plus avancé, ça ne sera peut-être pas la même chose. Bref, l'horaire aussi, l'horaire d'apprentissage, souvent imposé par l'école, va imposer aussi des contraintes. Puis là, les enseignants, même s'ils connaissent, admettons, des principes issus de la recherche, toujours un certain défi. Puis je pense que c'est un travail qui doit être, la mise en application des connaissances issues de la recherche doit être un travail partagé, pas le choix, entre les chercheurs et les enseignants. Moi, je pense que les chercheurs doivent faire de leur mieux pour aller du côté de la pratique et de la mise en application. C'est pour ça que j'ai beaucoup tendance à parler de principes. Principes qui s'appuient sur nos connaissances scientifiques, mais principes qui ont aussi la porte à des idées de mise en application qui risquent d'être efficaces pour favoriser l'apprentissage. Mais même lorsqu'on a des principes d'apprentissage, il y a encore du travail de transposition. Puis moi, je crois beaucoup que les enseignants n'ont pas le choix de faire au moins une partie de ce travail de transposition en fonction de leur contexte. Puis, pour le faire, ce travail de transposition, de mise en application, moi, je suis vraiment convaincu qu'il est nécessaire de comprendre pourquoi certaines stratégies d'apprentissage sont efficaces. Donc, pas juste savoir quelles sont les stratégies d'apprentissage et d'enseignement qui sont efficaces, mais de savoir pourquoi elles sont efficaces. Parce que si les enseignants ne le savent pas, il y a vraiment un risque important qui, lors de la transposition, lors des choix multiples qui devront être faits pour transférer la connaissance issue de la recherche en idées concrètes d'activités ou de séquençage pédagogique dans la salle de classe, bien, si tu comprends pourquoi c'est efficace, il y a plus de chances que tu fasses moins que la mise en application s'avère plus efficace. Parce que c'est un défi. Hein? On a beau avoir, admettons, des connaissances scientifiques assez solides sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins au niveau de l'apprentissage, mais quand on le met en application, parfois, il y a un risque qu'on perde l'essence qui rendait cette idée-là efficace. Et conséquemment, c'est embêtant. Moi, je crois beaucoup que, comme je l'ai mentionné, il faut que les enseignants fassent un pas vers la pratique, mais il faut que les enseignants, évidemment, fassent un pas vers la recherche, puis pas juste la recherche de connaître ce qu'idéalement doit être fait, mais de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ça, c'est efficace, pour après ça, prendre l'essence de ce qui rend une idée efficace et essayer de la transposer en fonction de sa classe, de ses élèves, de ses contenus d'apprentissage, de sa propre couleur aussi en tant qu'enseignant, ses propres caractéristiques individuelles, probablement ses forces ou ses faiblesses aussi en tant qu'enseignant. On n'a pas tous les mêmes forces et faiblesses et conséquemment, peut-être qu'il est préférable de mettre en application certaines idées d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est vraiment important. D'ailleurs, il y a un des projets, puis je ne l'ai pas mentionné, dans mon laboratoire où on s'intéresse justement à comment les enseignants prennent des connaissances issues de la recherche et les transposent dans leur contexte d'enseignement en fonction de toutes les contraintes qui doivent être gérées en termes d'organisation de l'horaire, en termes de contenu, en termes de contraintes logistiques et spatiales. Et on essaie de voir donc quelles sont les façons de faire, comment on peut faire pour y arriver le plus efficacement. Bref, c'est un défi. C'est un défi. Tu sais, connaître ce qui est efficace, c'est une partie importante de l'équation, mais c'est juste une partie de l'équation, ce n'est pas tout. Hein? J'aime bien penser que la recherche délimite
des terrains fertiles où les enseignants devraient s'aventurer avec leurs élèves. D'aller dans cette direction-là plutôt que cette direction-là, parce que les recherches montrent que c'est un peu mieux de faire ça. Mais là, une fois qu'on est sur ce terrain-là, il faut décider où on va précisément, comment on y va, qu'est-ce qu'on va utiliser pour construire le truc en cours de route. Et là, à ce moment-là, il y a de multiples choix qui doivent être faits. C'est pour ça que ça doit être vraiment comme, c'est quelque chose d'hyper exigeant qu'on néglige parfois. Donc, l'application de la recherche, c'est quelque chose de pas évident qui implique une transposition. Cette transposition-là, ce n'est pas les chercheurs qui vont la faire. Parce que les chercheurs ne peuvent pas imaginer ou tester tous les contextes inimaginables d'enseignement et d'apprentissage. Il faut extraire donc qu'est-ce qui fait que c'est efficace et en quelque sorte distiller cet élément-là puis essayer de le préserver lors de la mise en application. Ça me paraît assez important. Puis, donc, ça amène l'idée qu'il faut essayer de favoriser autant que possible des liens entre les chercheurs, les enseignants, entre la recherche et la pratique. Et là, à ce moment-là, c'est un défi de tous les instants, je vous dirais. C'est un défi parce que les chercheurs ont pour objectif de chercher, de trouver de nouvelles connaissances et pas toujours de faire des mises en application. Puis là, à ce moment-là, les enseignants, eux, doivent enseigner maintenant, tout de suite, dans l'urgence. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose, un travail d'essayer d'établir des liens supplémentaires, mais ce n'est pas nécessairement facile d'y arriver, c'est certain. Mais je crois que les enseignants fassent preuve d'ouverture par rapport à la recherche, essaient de s'informer, essaient d'assister à des conférences, à des formations, à des cours pour en savoir plus, puis que les chercheurs écoutent les enseignants aussi, qui disent les problématiques rencontrées, qui disent les défis dans la mise en application de certaines idées pour qu'ultimement, on essaie d'avancer, de cheminer. Donc, que les connaissances fondamentales continuent à cheminer, mais que la mise en application aussi de ces connaissances fondamentales continue également à progresser. Ça paraît très, très important. Et tu sais, la recherche en éducation et l'inclusion de la recherche dans les discours éducatifs, c'est récent, c'est nouveau. Tu sais, des fois, il y en a qui vont reprocher, par exemple, au domaine de l'éducation, de ne pas encore s'appuyer assez sur la recherche. Je dirais oui, mais c'est quelque chose qui se construit, pas instantanément. La plupart des disciplines, qu'on pense à la psychologie, par exemple, ça a pris du temps avant qu'il y ait des assises fondées sur la recherche. En éducation, c'est récent. Les facultés d'éducation en tant que telles pour former les enseignants, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup plus récent que les autres domaines classiques comme la physique, la chimie et les autres. Donc, je pense que de plus en plus, on va se rendre compte que la recherche peut nous donner des idées qui risquent de bien fonctionner en cours de route. J'aime bien ce que vous avez mentionné. Moi, je suis un adepte de l'évolution des approches pédagogiques, pas de la révolution des approches pédagogiques. Quand on veut tout changer tout d'un coup, c'est décourageant d'une part, c'est rarement une bonne idée, je trouve, si on veut favoriser les apprentissages de l'élève. C'est mieux de faire un pas. On regarde tout ce qui est issu de la recherche, puis on se dit, hey, ça, je pense que je pourrais l'essayer. Ça n'a pas besoin d'être gros, ça n'a pas besoin d'être complexe. Ça, je vais l'essayer. Juste de l'essayer. OK, on regarde qu'est-ce qui se passe. J'aime bien cette idée-là. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut absolument tout faire appuyé par la recherche du jour au lendemain. Vraiment pas. Mais ça donne plein d'idées. Tu sais, quand on est enseignant, on veut plein d'idées d'activités pédagogiques, d'organisation, de planification. La recherche propose des idées qui risquent d'aider les élèves. Puis j'ai bien aimé aussi ce que vous avez dit pour dire que ce n'est pas magique, ça. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il n'existera plus d'élèves en difficulté. Ça ne se peut pas, ça. Mais les recherches, ce que ça montre, c'est que quand on met en application certaines idées, comme par exemple parler de la neuroplasticité des élèves, d'essayer d'avoir du feedback efficace, on va améliorer les chances que chaque élève réussisse. Chaque élève risque d'apprendre un peu plus grâce à cette intervention plus efficace, d'où l'intérêt de la mettre en application. Et peu importe la quantité de choses qu'on met en application, l'important, c'est d'essayer d'en faire un peu puis voir comment ça se passe. Puis si on rencontre des défis, là, on le dit aux chercheurs, on le dit à nos collègues enseignants, j'ai essayé ça, mais ça ne fonctionne pas bien, j'y arrive pas, ça crée toutes sortes de problèmes dans ma classe. Comment tu fais, toi? Et là, vous n'avez pas de réponse, vous posez des questions, vous assistez à des conférences, vous continuez à poser des questions, mais bref, faire des petits pas.
dans la direction, puis pas voir, c'est des idées, c'est des propositions, des idées d'activités et de stratégies d'apprentissage et d'enseignement. Puis à ce moment-là, on prend ce qui s'applique à notre situation aussi. Moi je vois vraiment ça comme ça. Donc, il vaut mieux essayer de faire évoluer ces pratiques plutôt que de créer une révolution qui est peut-être un rapport coût-bénéfice élevé à ce moment-là. Hein. Le coût que nous demande une espèce de révolution est énorme. Puis quand on n'est pas sûr des bénéfices, c'est sûr qu'on n'a pas le goût de s'engager là-dedans. Par contre, si on se dit, ah, ça, je peux l'essayer, puis ça risque de fonctionner parce que j'ai vu dans telle ou telle recherche ou dans telle ou telle information que ça pouvait avoir des effets bénéfiques sur le cerveau et l'apprentissage, ben, tant mieux, là, ça peut être beaucoup plus motivant. Parce que la motivation, on en a parlé sous l'angle des élèves. On peut en parler aussi sous l'angle des enseignants aussi. C'est un petit peu le même raisonnement, c'est-à-dire que si les enseignants croient qu'il est possible pour eux d'améliorer leur pédagogie et d'améliorer la réussite des élèves, ils ont beaucoup plus de chances d'être plus curieux, d'essayer plus de choses. Et je pense que indépendamment de toutes les stratégies d'apprentissage spécifiques et les idées d'enseignement, de stratégies d'enseignement, je pense que le message le plus important issu de la recherche, là, c'est qu'en tant qu'enseignant, on peut faire une différence dans la réussite des élèves. On peut, selon les choix pédagogiques qu'on fait, rendre certains apprentissages un peu plus faciles pour les élèves. Et ça, c'est quand même assez majeur. Donc, si vous vous demandez en tant qu'enseignant, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça donne quelque chose? Bien, selon toutes les vraisemblances, oui. Hein? Ça ne fera pas en sorte, comme je le mentionnais, qu'aucun élève n'aura de la difficulté. Les difficultés vont continuer à exister, mais est-ce qu'on risque de contribuer à l'apprentissage de tous les élèves, incluant ceux qui ont de la difficulté? Certainement que ça ne peut pas nuire, en tout cas, puisque la plupart des recherches montrent que certaines stratégies d'apprentissage et d'enseignement peuvent favoriser l'apprentissage des élèves. Fait que cet aspect de la motivation touche aussi donc les enseignants. Oui.